tout le monde, bienvenue à tous. Mon nom est Chantal Coulombe, je suis présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de société. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous à nouveau cette semaine afin de discuter cette fois-ci de la rémunération au-delà de la crise de la COVID-19. Alors, dans les dernières semaines, nos organisations, nos entreprises ont pris des décisions très difficiles en lien avec la rémunération à différents niveaux. Elles ont été très agiles et en cette période de déconfinement, on peut être autorisé à se demander ce qui va rester de ces mesures temporaires-là lors de la reprise ou du début de la reprise. Le Collège vous propose donc un entretien en direct avec des spécialistes à ce sujet de PCI, PRO Conseil pour analyser ces enjeux-là en prenant en compte les différents aspects actionnaires, gestion de risque, marque employeur. Nous avons le grand bonheur d'avoir Brigitte Coury, CPA, CA, ASC, qui est associée et conseillère principale chez PCI, qui est formatrice au collège, et Dominique Gérard, associé conseiller principal aussi chez PCI, qui est aussi formateur au collège. Alors, pour plusieurs, ce sera des visages que vous reconnaîtrez. Alors, bonjour à vous deux. Merci infiniment d'être avec nous. Vous allez bien? Oui, merci. Merci, Chantal. Donc, première chose, en fait, comme je le disais, plusieurs actions ont été prises allant de la mise à pied temporaire, à la réduction des horaires, à la réduction du salaire dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui va rester de ces actions-là à la suite ou pendant la reprise qui s'amorce présentement et comment les administrateurs vont devoir aborder ce sujet-là très, très important? Bien, écoute, Chantal, encore une fois, merci de nous accueillir. À notre avis, les réflexions et les choix qui se poseront aux membres de conseil sur la rémunération peuvent être examinés sous 3 angles: la gestion des risques, l'alignement avec les actionnaires et la marque employeur. OK. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets sur lesquels les membres vont devoir se pencher en lien avec ces 3 sujets importants? Bien, écoute, dans le cadre de la gestion des risques et de la gouvernance, par exemple, on pourrait penser à une question qui est assez court terme, là. Est-ce que le conseil ne devrait pas s'informer du coût des indemnités de départ qui pourraient être payables dans l'éventualité où des employés qui ont été mis à pied temporairement ne peuvent pas être embauchés à l'intérieur des 6 mois permis par la réglementation actuelle, par exemple, dans le cas où la reprise est plus lente que ce qu'on aurait souhaité là, par ailleurs. Quand on pense à l'alignement avec les actionnaires, évidemment, on pense souvent à la rémunération variable. Et si on se penche sur la formule de boni annuel qui est souvent entièrement basée sur des résultats financiers qui ont été prévus là, selon les plans d'affaires qui ont été mis en place souvent 6 ou 12 mois même avant la crise actuelle, est-ce que le conseil devrait penser à ajuster les cibles et ou les paiements pour reconnaître les efforts qui sont déployés pour poursuivre les opérations en temps de crise? Alors que les actionnaires, eux, ont accusé une perte à court terme. Qu'est-ce qui arrive sur l'effet de mobilisation et de rétention des employés si on décide de maintenir un alignement absolu avec les actionnaires plutôt que de reconnaître l'effet des actions sur la pérennité de l'entreprise, par exemple? Quand on pense à la marque employeur, il faut se rappeler qu'avant la crise, l'économie roulait à plein feu et que le taux de chômage était à son plus bas depuis bien avant la crise financière de 2007-2008. La rareté de la main-d'œuvre était sur toutes les lèvres. Les employeurs se débattaient tant bien que mal pour définir leur marque employeur, attirer et retenir les talents dont ils avaient besoin. Bien la crise, les mises à pied temporaires, les réductions de salaire ou d'horaires, les membres de conseil, eux, sont en quelque sorte les gardiens de l'image de marque de l'organisation et de sa réputation. Ce serait dommage que les décisions qui sont prises souvent rapidement dans un environnement très précaire et sous beaucoup de pression compromettent l'intégrité de l'image de marque employeur qui a été bâtie de peine et de misère par l'entreprise au cours des dernières années. Ça fait beaucoup de choses sur la table à dessin des administrateurs. Brigitte, ils ont été réactifs effectivement à court terme pour l'ensemble, ou en fait une grande majorité des organisations. Ils ont effectivement, j'imagine, sans le faire de façon structurée, pris en compte ces éléments-là, mais de façon peut-être plus intuitive. Qu'est-ce qui va rester de ces préoccupations-là dans les 2-4 prochains mois? Donc, à court terme,
je te dirais qu'en termes en tant que membre d'un conseil d'administration, il y a il y a trois éléments qui pourraient être validés. Le premier, je dirais, c'est est-ce que les mesures qui ont été prises pour gérer nos coûts de rémunération sont suffisantes si la reprise est lente ou très lente? Actuellement, on en a parlé, il y a eu des réductions de salaire, du temps de travail, des mises à pied temporaires, on a retardé le paiement des bonis. Tout ça, c'était facile à expliquer. Tout le monde était dans le même bateau, donc les employés n'ont pas réagi trop fortement là-dedans. Mais ces décisions-là qui ont été faites par les entreprises tiennent compte de l'aide gouvernementale, mais majoritairement, ça se termine en juin. Donc, la question auquel on devrait répondre, c'est est-ce que nos décisions qu'on a prises sur la rémunération seront viables sans les subventions gouvernementales à différents niveaux d'activité? Donc, sinon, quel est le plan pour gérer les coûts de rémunération? Parce que jusqu'au mois de juin, on sait que les entreprises ont prévu, qu'ils sont prêtes à faire face, mais après ça, est-ce qu'on a un plan? Puis qu'est-ce qu'on compte faire pour gérer nos coûts de rémunération? Le deuxième élément qui serait bon de valider, c'est comment la direction entend mettre un terme aux mesures temporaires. Donc, il y a déjà des mesures temporaires qui ont été renversées, par exemple des mises à pied qui ont été faites massives et les employés ont été rembauchés en raison des programmes gouvernementaux. Mais il y a certaines mesures temporaires, par exemple le 2 de l'heure de prime qu'on a vu dans beaucoup d'entreprises, particulièrement les détaillants dans le domaine d'alimentation, toute la chaîne en fait d'alimentation. Ça va peut-être être difficile de retirer ces primes-là si elles durent pendant trop longtemps et si les résultats de l'entreprise sont bons. Si tout le monde voit que ça va bien, qu'on les garde sur une très longue période, comment on va faire pour retirer cette prime-là? Parce qu'à plus long terme, il ne faut pas se compter d'histoire. Les coûts peuvent être très importants, puis pas seulement pour les employés qui reçoivent une prime, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va comprimer notre structure salariale. Les gens reçoivent une prime, mais les superviseurs de ces gens-là, les gestionnaires, il y a un écart habituel dans la rémunération. Mais là, on vient de comprimer cet écart-là, donc on risque d'avoir des coûts beaucoup plus élevés. Puis est-ce que ça, c'est soutenable à long terme? Puis comment on va faire pour se sortir de ces mesures-là qui ont été prises? Et puis quand on va le faire aussi? Et le troisième élément que j'aimerais, qui vaut la peine, auquel il vaut la peine de s'attarder, c'est est-ce que nous sommes cohérents dans le traitement réservé aux employés versus les gestionnaires et les dirigeants? Donc, habituellement, au conseil d'administration, on va surtout parler de la rémunération de la très haute direction. Mais il faut s'assurer que nos décisions qu'on a prises sont équitables à l'interne. C'est là-dessus que les employés vont nous juger principalement, puis il faut s'attendre à ce que l'information circule souvent. Et ce n'est pas des situations simples, c'est souvent complexe. Nos résultats sont inférieurs aux prévisions, mais les gens travaillent probablement plus fort que d'habitude, sous un niveau de stress élevé, puis il n'y a rien qu'ils pouvaient faire pour cette crise-là. Donc, plus on va être cohérent dans nos décisions entre la direction et les employés, plus ça va être facile de réagir aux prochaines adversités. On ne sait pas si on va avoir d'autres décisions à prendre, mais la cohérence nous assure que le message va être plus facile à passer aux employés. Puis, à l'inverse, moins on va être cohérent, ça risque d'être plus difficile. Certains employés risquent de perdre patience, puis ça va être plus difficile de les retenir s'ils sentent qui ont été lésés par rapport à d'autres groupes. Pardon. Et puis, la dernière chose là-dessus, il ne faut pas négliger l'impact sur les employés qui demeurent si on a fait des mises à pied temporaires. Donc, ils travaillent beaucoup, possiblement plus qu'avant parce qu'on a moins de gens. Et puis, si d'autant plus on a fait des réductions de salaire, ils sont doublement impactés. Donc, il faut voir au fur et à mesure que les activités reprennent, comment on va ramener les employés, c'est quoi l'impact sur ces employés-là. Donc, ça, c'est des choses qui devraient être, à mon avis, questionnées par le Conseil.
Un grand défi parce que la cohérence des uns peut être un peu différente de celle des autres, hein? Alors, il y aura énormément de discussions extrêmement peut-être difficiles dans les mois à venir, j'imagine, mais ça amène une question qu'on a eue d'ailleurs dans les derniers jours. Ça a fait partir mon Siri, voyez-vous. J'ai dû dire un mot qui a fait partir mon Siri sur mon cellulaire. Alors, une question qui nous est soumise par Dominique Gauthier qui nous disait, en fait, justement en lien avec ce que tu expliques, Dominique, il y a plusieurs employeurs qui ont aussi maintenu des employés à salaire sans égard à la prestation du travail, que ce soit à temps. Bon, alors, ils ont maintenu les salaires. Est-ce que lors du retour de tout le monde, on devra faire ensuite une différenciation au niveau de la rémunération par rapport aux uns qui ont peut-être justement mis l'épaule à la roue un peu plus que d'autres qui, par ailleurs, sont demeurés à leur plein salaire, mais n'avaient pas, de par leur poste, j'imagine, le loisir de contribuer autant. OK. Si je comprends bien la question ici, on parle entre autres du boni payable en fin d'année. Pour les gens qui ont gagné un salaire, qu'on va dire, sans travailler, là, versus ceux qui ont travaillé toute l'année et qui étaient là. La première chose à prendre en considération pour moi, c'est que si un employé qui n'a pas travaillé de l'année, même s'il était payé, ce n'était pas nécessairement ce qu'il souhaitait. Donc, les entreprises ont eu à prendre des décisions. Il y en a qui ont été qui ne rentraient pas, d'autres qui travaillaient, mais ce n'était pas nécessairement l'employé. Donc, ce qu'il faut considérer là-dedans, c'est vraiment la philosophie de rémunération et ce qu'on communique en temps normal. Si on a une philosophie qui est axée sur le travail d'équipe, les résultats collectifs, etc., on renforce ça dans l'entreprise, mais ça pourrait être dommageable de privilégier trop fortement ceux qui étaient à l'emploi versus ceux qui ne travaillaient pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de distinction. On peut faire une distinction, mais c'est important de se bâtir un raisonnement qui va être accepté par les employés, puis qui va être appuyé, puis qui va justifier soit les augmentations salariales, soit les bonis en fin d'année, comment on va gérer ça. Si on a une culture où on met beaucoup d'emphase sur la performance individuelle, bien, ça peut être acceptable de faire plus des distinctions significatives dans les bonis dans ces cas-là. Ça va être accepté pour les employés, ça va être cohérent avec le message qu'ils reçoivent habituellement, puis avec notre philosophie. Donc, là-dessus, en résumé, je dirais que c'est beaucoup une question de culture, puis il faut s'assurer de respecter ce qu'on fait en temps normal. C'est intéressant. Puis oui, je comprends bien la notion de philosophie de rémunération, puis d'être en lien avec notre culture habituelle. Ce sera peut-être par ailleurs un bon moment pour les organisations de se demander si leur culture était la bonne, puis s'ils doivent faire un virage. Puis ça pourrait être peut-être un bon moment pour commencer de petites transformations éventuellement à réfléchir. On avait une question sur les impacts de la pandémie. Pour certains, les budgets n'ont pas été atteints. Pour d'autres, par exemple, entreprises, c'est le contraire. Les budgets ont explosé, mais pour plusieurs, les budgets n'auront pas été atteints dans ces entreprises-là. José Morin nous demande si on redonne dès maintenant des nouveaux objectifs, à votre avis, aux dirigeants pour 2020 et sur quoi on base ces nouveaux objectifs-là. Puis elle a une sous-question au niveau de la bonification, effectivement, en 2020, à votre avis, de façon très macro, est-ce qu'elle sera versée en général? OK. Donc, ici, on a deux situations, selon moi. C'est, premièrement, les organisations qui devaient ou devraient payer les bonis annuels très prochainement, puis les objectifs pour la bonification pour l'année qui vient. Premièrement, pour le paiement des bonis, l'angle avec lequel on regarde toujours les programmes de bonification, c'est que ça doit être simple, ça doit être aligné avec les résultats de l'organisation, et les dirigeants devraient avoir un impact sur les indicateurs de performance. Cela étant dit, pour le paiement, il faut s'assurer de regarder les autres mesures qui ont été prises dans l'organisation. Si on a fait beaucoup de mises à pied temporaires, ça peut être mal perçu de payer des bonis, même s'ils sont réduits. D'un autre côté, comme on disait tout à l'heure, les gens travaillent très fort. Et puis, la formule du boni, c'est habituellement
prédéterminés. Donc, comme Bridget le disait, on fixe les objectifs en début d'année et puis on regarde à la fin de l'année. Peut-être que les dernières semaines n'ont pas été suffisantes pour réduire le boni à zéro. Puis si on a une reprise rapide suite à ça, parce qu'on souhaite tous d'avoir une reprise rapide, puis qu'il n'y a aucun boni qui a été payé, on a décidé de ne pas le payer, puis que l'entreprise redémarre, bien, les dirigeants vont peut-être se sentir lésés là-dedans. C'est une alternative pour le paiement du boni, c'est de reporter le paiement. Si, pour les conseils, ce qui pourrait être bon de savoir, c'est qu'est-ce qui va déclencher le paiement du boni. On n'a pas besoin de le divulguer à l'ensemble de la population, mais au moins, on devrait avoir une idée des critères qui vont faire qu'on va payer le boni. Si on décide de le retarder, par exemple, en septembre, ça va être quoi notre base d'analyse à ce moment-là? La stratégie du pire, ça ne devrait pas être une avenue. Si on ne peut pas payer là, on va avoir d'autres problèmes. Oui, mais encore. Sur quoi on va se baser? Pour les dirigeants, bien, on peut envisager de convertir ce boni-là en unité. Là, il y a déjà des entreprises qui le font. Par exemple, la Caisse de dépôt a divulgué que pour les hauts dirigeants, le boni pour cette année allait être converti au maximum de ce qu'ils peuvent faire en unité de 3 ans, donc payable en 2022 et qui va varier selon la performance de la Caisse. Mais cette approche-là n'est pas seulement pour les très grandes organisations. Je veux dire, sous certaines conditions, là, les petites organisations peuvent aussi opter pour ce genre de modèle-là, ce qui peut être intéressant parce que les dirigeants ne perdent pas leur boni et l'entreprise n'a pas à débourser immédiatement pour ce boni-là. Donc, et puis l'autre partie, c'est la fixation des objectifs. Donc, évidemment, on est dans un contexte extrêmement volatile. C'est difficile de fixer des objectifs. Le plus simple, ou l'idéal plutôt, ça serait d'avoir des mesures de performance relatives, être capable de se comparer aux autres dans le marché qui font la même chose que nous. C'est loin d'être évident en raison du manque de comparables, du manque de données de marché. Même pour les sociétés cotées en bourse au Canada, des fois, c'est difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises, on n'a pas d'échantillons assez gros qui font exactement la même chose. Donc, une alternative, c'est de fixer des objectifs pour une période plus courte, de 3, 4 ou 6 mois. Puis dans ce scénario-là, bien, on va calculer, on va regarder après cette période-là, après 3 mois, 4 mois, on va regarder où on en est, comment quels sont les résultats par rapport à ce qu'on s'était fixé. On peut calculer le boni sans le payer tout de suite, évidemment. On peut attendre à la fin de l'année et on va refaire des objectifs pour la fin de l'année. Comme ça, les gens vont, au moins la direction, les employés vont sentir une certaine équité là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui retardent la fixation des objectifs, mais on ne peut pas les retarder indéfiniment et ce n'est peut-être pas souhaitable. Donc, une plus courte période pourrait être envisageable. On reçoit une question de Louis Gagnon au niveau plus du long terme. Peut-être, Bridget, les effets que pourront avoir cette pandémie-là sur les pratiques de rémunération à long terme, sur la philosophie des organisations à ce chapitre-là? Écoute, nous croyons que les effets de la pandémie se feront sentir encore longtemps et conduiront peut-être à remettre en question certains dogmes relatifs au lien entre la rémunération et la performance. On n'est pas sans savoir qu'au cours des 40 dernières années, la performance a été presque entièrement définie autour du rendement des actionnaires, aux actionnaires en fait. La rémunération des dirigeants devait être liée au rendement aux actionnaires. Je pense que les notions de performance, de succès, de création de valeur qui sont au cœur des programmes de rémunération variable qui encadrent actuellement les actions de la majorité des dirigeants pourraient être remises en question ou leur définition élargie. Quand on pense, par exemple, on pourrait s'imaginer facilement que la gestion des risques va devenir une priorité pas mal plus importante qu'elle a été dans le passé. Après avoir subi les contraintes imposées par la pandémie sur l'approvisionnement et la distribution de leurs biens et services, certaines entreprises pourraient être enclines à sacrifier un peu de performance pour améliorer leur résilience, par exemple.
Aussi, depuis quelques années déjà, les entreprises subissent de plus en plus de pression de la part de différents groupes activistes pour améliorer la reddition des comptes au sujet de la distribution de la richesse à l'ensemble des parties prenantes, incluant les fournisseurs, les employés, la communauté, l'environnement, en plus des actionnaires. Ces changements dans les valeurs et les objectifs organisationnels devraient avoir un impact sur les critères utilisés aux fins de la bonification annuelle et aux fins de l'acquisition de l'intéressement à long terme. On pourrait voir, par exemple, l'accélération de l'adoption ou l'utilisation accrue de critères de performance non financiers liés, par exemple, à la santé et la sécurité des employés, qui est déjà utilisé dans quelques régimes d'intéressement, mais qui maintenant est au cœur de toutes les préoccupations, à la gestion des risques et la gouvernance, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et aussi à l'empreinte environnementale, soit les fameuses mesures là, ESG dont on entend parler de plus en plus, mais moi je pense que leur inclusion dans les programmes de rémunération variable est inévitable. Mm-hmm. Les ESG étaient déjà dans notre ligne de mire comme administrateur et ce sera important de les prioriser encore davantage dans les prochains mois. D'ailleurs, on reçoit une question aussi, on a une question de Sylvie Paquette qui est ASC qui demande si les conseils des entreprises où la rentabilité n'a pas été affectée pendant la crise, il y en a. Est-ce qu'elles devraient, ces organisations-là, selon toi, aussi envisager de revoir la rémunération de leur direction? Oui, les entreprises qui n'ont pas été affectées du tout, je pense qu'on peut les compter sur le bout de nos doigts, mais il y a des entreprises qui ont bénéficié de la crise, là, on en a parlé tout à l'heure. Alors, mais moi, je pense que toutes les entreprises auront avantage à réévaluer leur politique de rémunération à la lumière de l'expérience et des leçons qu'on va tirer de la pandémie. Notamment, on peut penser juste globalement au mix de la rémunération. Est-ce qu'il tient encore la route lorsque surviennent un ou des événements totalement hors du contrôle des dirigeants? Par exemple, la formule de Boni, dont on parle depuis tout à l'heure, permet-elle de reconnaître les résultats stratégiques et ou les contributions individuelles exceptionnelles? La pondération de la rémunération variable dont la valeur est tributaire d'objectifs prédéterminés, est-elle devenue trop importante ou même trop compliquée à gérer? Une alternative pourrait être de lier l'acquisition d'une partie de l'intéressement à long terme sur le passage du temps uniquement, pour ceux qui sont familiers avec les fameuses unités d'action avec restriction et ou les unités d'action différées, par exemple, dont la valeur est liée à la valeur de l'entreprise, mais qui ne nécessitent pas ou qui ne sont pas habituellement liées à des conditions de performance organisationnelle additionnelles, ou dont l'acquisition pourrait être simplement liée sur la contribution individuelle. C'est sûr que il y a d'autres questions qui viennent avec ça, là. Mais je pense que c'est des choses qui vont commencer à prendre forme ou qui vont peut-être devenir plus importantes ou mieux acceptées dans le futur. D'autre part, on pourrait aussi tout simplement miser sur des arrangements de retraite qui sont moins volatiles pour renforcer la rétention sans être obligé de s'embarquer nécessairement là, dans des arrangements de retraite à prestations définies là, ou déterminées. Je pense qu'on ne veut pas nécessairement dans le secteur privé revenir en arrière là-dessus, mais peut-être de rééquilibrer un peu là, le variable avec le fixe. D'autre part, quand on pense à l'intéressement à long terme, on pense souvent aux fameuses options d'achat d'actions qui, généralement, actuellement, sont moins importantes dans le mix de rémunération, qui ont perdu aussi une grande valeur, une grande partie de leur valeur lors de l'effondrement du marché boursier, mais qui demeurent fortement liées aux intérêts des actionnaires. Donc, ont-elles toujours leur place dans l'enveloppe de rémunération globale? Je pense que c'est un ensemble de questions là, ou de considérations qui va être au cœur des discussions, à tout le moins des comités de ressources humaines là, dans les prochains 6 à 12 mois. Effectivement. Donc, sur ce programme, quant au programme de long terme, dans le fond, pour toi, c'est de le mettre au cœur des préoccupations, d'en discuter, mais il n'y a pas de solution là, nécessairement préétablie. Non, je pense que dans aucun cas en rémunération, il n'y a pas de solution préétablie. Je pense qu'il faut considérer les enjeux auxquels font face chacune des entreprises. Comme on a mentionné, il y en a pas
dont les activités s'accélèrent durant la crise. Il y en a qui ralentissent, il y en a très peu qui sont neutres dans tout ça. Mais quand on pense à l'intéressement à long terme, il faut se rappeler c'est quoi les objectifs. Ça vise principalement à retenir les participants puis à aligner leurs intérêts avec ceux des propriétaires. C'est un double objectif qui est vraiment rudement mis à l'épreuve lorsque survient une crise de l'ampleur qu'on connaît actuellement et qui, plus est, complètement hors du contrôle des participants. Comme la valeur de l'intéressement à long terme est souvent liée à la valeur de l'entreprise, son effet de rétention s'en trouve généralement réduit puis même anéanti dans certains cas, là, avant qu'on reprenne du poil de la bête de certaines entreprises dont la valeur s'est vue couper de moitié ou plus actuellement, ou une valeur évidemment qui est en bourse un peu théorique, mais aujourd'hui, c'est la réalité à laquelle ces valeurs-là se transigent. L'effet de rétention, évidemment, est très, très, très imputé. Alors, il est difficile et pas toujours souhaitable de changer ou d'atténuer les règles qui s'appliquent aux octrois qui sont en circulation actuellement, mais il est toujours possible pour les participants de bénéficier de nouveaux octrois avec une importante opportunité de croissance. Alors, il faut se rappeler de ça. Et en même temps, comme l'a mentionné à plusieurs reprises Dominique et comme on a parlé depuis le début, il faut se rappeler l'importance de la cohérence dans la crédibilité de la marque employeur qu'on est en train de bâtir. Alors, à cet effet-là, le traitement qui va être réservé aux dirigeants est-il cohérent avec le traitement qu'on fait subir ou qu'on impose aux employés, puis avec l'impact sur les actionnaires actuellement. Donc, ce sont des questions, la rémunération, tu sais, Chantal, c'est une question d'équilibre. Il n'y a pas une réponse qui s'applique à tout le monde. Ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles chaque entreprise, je pense, doit trouver sa voie et la solution qui lui est propre et avec laquelle elle est confortable. Merci, Bridget, infiniment. Ça va tellement vite. Il est 11h58, c'est incroyable. J'ai envie de peut-être donner le mot de la fin à Dominique. Dominique, les changements fondamentaux dans la gestion de la rémunération à envisager dans le futur, selon toi? Oui, c'est certain, Chantal, c'est toujours hasardeux là, de vouloir prédire l'avenir, surtout quand les webinaires sont enregistrés, je dirais. Mais on va quand même essayer de sortir quelques tendances qui pourraient arriver. Peut-être une plus grande flexibilité laissée au conseil d'administration pour déterminer le montant de la rémunération variable et plus de critères qui sont orientés vers des objectifs là, de style ESG, environnemental, social et gouvernance. C'était déjà une tendance dans le marché. Est-ce que ça va nous pousser à accélérer cette tendance-là, possiblement? La deuxième chose, du côté du marché de l'emploi, bien, les organisations publiques puis les gouvernements vont être plus attractifs pour les employés de moins de 35 ans qui n'avaient vraiment jamais vécu de crise. Là, on en a une vraiment de classe mondiale qui frappe fort. Donc, est-ce que le modèle de rémunération du secteur public, qui est souvent très différent des sociétés privées, donc les avantages sociaux, la retraite sont beaucoup plus importants. Est-ce que les entreprises privées pourraient copier une partie du livre des sociétés publiques, parapubliques et gouvernementales? Ça reste à voir. Donc, une chose qui demeure, puis qui demeurera, c'est que les entreprises vont devoir jongler avec le concept de rémunération pour les résultats versus rémunération pour la performance. Donc, on en a parlé. C'est un sujet qui n'est pas clos et que tout le monde doit jongler avec, mais c'est là pour rester certainement. Puis, en ce qui a trait à la gestion des risques liés à la rémunération, il faut voir comment on peut créer des organisations plus résilientes en temps de crise, quitte à peut-être sacrifier la profitabilité à court terme, là, comme on a parlé, vers le long terme. Puis, pour terminer là-dessus, le grand inconnu qui va influencer beaucoup les pratiques de rémunération, évidemment, ça va être la vigueur de l'économie dans les mois ou les années qui viennent.
mais certainement, ça va être intéressant. Si on avait une boule de cristal, on serait en contrôle, mais on n'en a personne, on n'en a pas. Merci infiniment, Bridget et Dominique. Merci. Extrêmement intéressant. À l'habitude, je vous invite quand même, si vous avez quelques minutes, pour vous rédiger deux, trois éléments sur lesquels vous voudrez continuer à réfléchir pour que le temps qu'on a passé ensemble soit utile. Je retiens vraiment de mon côté cette idée, Bridget, que tu as utilisée, sacrifier leur performance pour améliorer leur résilience. C'est pas quelque chose qui est naturel pour les organisations, les entreprises privées, mais c'est quelque chose de drôlement intéressant en termes de réflexion, en termes de principes qu'on pourra peut-être davantage considérer à l'avenir. Alors moi, c'est ce que je note dans mon petit take-away, pardonnez-moi l'anglicisme. Je vous invite évidemment, la semaine prochaine, on a un petit entretien avec Charles Baron, qui est professeur à la faculté d'administration à l'École de management et qui est aussi formateur au collège. On va parler de leadership, d'un point de vue administrateur, de nos postures internes qu'on doit voir à adresser pour faire partie de la solution de la suite des choses dans nos organisations. Alors, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et Bridget et Dominique, on se reparle. Il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors, forcément, sujet d'intérêt. On continue à suivre les choses de près avec vous. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde. Salut.